commencer à aborder un petit peu justement cette conférence qui va tourner autour de la loi de 1905, de son actualité, de ses enjeux aujourd'hui. Là aussi, les enjeux de la pierre et de la saignée militaire il y a plus de 100 ans, il y a tout autant d'enjeux sur le terrain de la laïcité et autour de cette loi-là qui est plus que centenaire. Sur la loi de 1905, je partirai d'un fait qui, depuis maintenant 48 heures, 60, un peu plus de 48 heures, 72 heures, on va dire peut-être maintenant, est en train d'agiter un petit peu le pays. C'est cette fameuse affiche de la FCPE qui est sortie, qui est en train de faire scandale. Je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une affiche avec une mère voilée qui regarde son enfant et qui est une mère accompagnatrice et qui dit la chose suivante: moi aussi j'accompagne mon enfant ou j'accompagne la sortie scolaire, et alors ? Point d'interrogation. Cette polémique qu'il y a autour, qui est une fausse polémique, montre bien d'abord que la laïcité est instrumentalisée, qu'elle est qu'on joue avec la laïcité, qu'on la met en avant, que tous ceux qui pensent que c'est un manquement à la laïcité, comme l'a déclaré récemment Jean-Michel Blanquer, mais pas seulement, c'est quand même une idée un petit peu bizarre, un petit peu tronquée, que de penser que la laïcité s'appliquerait là aussi aux citoyens en tant que tels. Et donc il y a une véritable confusion sur le champ d'application de la laïcité. C'est pour ça que je pense qu'il faut revenir sur la loi. Et je reviendrai d'abord sur un petit peu la construction de la loi. Pourquoi je dis cela ? Parce que vous avez eu des séparations auparavant en France. Vous en avez une lors de la Révolution française. Vous en avez une qui a duré que très peu de jours sous la Commune de Paris. Et après la Commune de Paris, à la fois ces communards d'ailleurs qui sont revenus d'exil pour certains d'entre eux, d'autres qui ont commencé à lutter aussi pour une œuvre scolaire, qui ont fait pression sur cette œuvre scolaire, qui a commencé à donner ses fruits, je dirais, dans les lois Ferry et dans les premières lois Ferry. Tous ces républicains, ces révolutionnaires, pour certains d'entre eux, ces communards, ont pesé dès leur retour de tout leur poids dans la balance pour faire en sorte effectivement qu'il y ait une œuvre laïque qui soit mise en place, en tout cas en matière scolaire. C'est ce qu'il y a eu donc avec cette génération et en tout cas avec les lois Ferry. Et toute cette génération qui a été à l'école jusqu'en 1905 a été aussi celle avec une école obligatoire, gratuite et laïque, alors avec des différenciations selon bien entendu les régions, les communes. On a toute la place justement du fait de savoir est-ce que les enfants on les envoie à l'école ou est-ce que ça devient directement un produit pour la famille qui va ramener de l'argent pour le foyer. Et donc vous aviez toute cette génération-là qui s'est battue pour justement faire grandir les enfants, les faire devenir des citoyens, parce que c'est le rôle de l'école. Et dans cette construction, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette génération-là qui a aussi, alors aussi avec derrière l'affaire Dreyfus et le schisme que l'affaire Dreyfus a créé en France entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, mais de toutes ces batailles-là, vous avez véritablement eu un creuset républicain qui s'est constitué, qui s'est attaché à la laïcité et qui, au fur et à mesure, en a défini les contours. Et tous ces laïcs attachés à la laïcité, même si pour l'instant ils ne l'avaient pas mise en musique sous forme de loi, en tout cas par rapport aux institutions, on réfléchit. Et dans cette réflexion, il y avait, je dirais, plusieurs courants, et c'est un peu ça aussi que nous retrouvons aujourd'hui dans les débats actuels sur le champ d'application de la laïcité. Vous aviez plusieurs courants parce que vous aviez le courant Combes qui considérait quelque part ce qu'il fallait, c'est multiplier les concordats avec l'Église, ou en tout cas faire un concordat avec l'Église pour que l'État puisse tenir l'Église et puisse tenir les rênes de l'Église. C'était un petit peu l'idée qu'il avait derrière. Et quand on voit aujourd'hui, je fais le parallèle avec aujourd'hui, mais quand on voit aujourd'hui un Nicolas Sarkozy, par exemple, qui développe le CFCM, le Conseil français
du culte musulman, ou Manuel Valls qui développe par exemple la Fondation pour l'Islam, vous avez de facto une reconnaissance et en tout cas une mise en place ou un concordat qui ne dit pas son nom et qui est créé parce qu'il y a un lien spécifique, particulier, qui est établi entre l'État et une religion. Donc vous aviez cet aspect-là des choses, même si je pense que pour parachever cette comparaison un peu historique, ce parallèle, je pense que Combes est largement beaucoup plus laïque que Manuel Valls, mais je préférais le dire pour pas qu'il y ait de doute dans l'Assemblée. L'autre courant, qui était un courant un peu plus radical, c'est le courant Allard. On le voit à travers les débats d'ailleurs autour de la loi de 1905, qui considérait qu'il fallait quelque part exclure ce parti clérical, qui était le parti pour lui de l'étranger, en tout cas du Vatican, qui agissait en France, qui était en fait l'ensemble des évêques, des curés, du clergé à la fois séculier et régulier en France, et qui n'avait rien à faire sur le territoire, et lui considérait que ce parti clérical sapait la République et les lois républicaines, et qu'il fallait quelque part les exclure de France, ou en tout cas leur mettre un coup de pied aux fesses pour que justement il n'ait pas droit de cité. Bien entendu, et heureusement d'ailleurs, ce n'est pas du tout cette tendance-là qui a gagné, parce qu'avec cette tendance-là qui aurait gagné, vous auriez eu des interdictions, et ça existait aussi, des interdictions par exemple du port de la soutane dans les rues. Il y a eu des arrêtés d'interdiction du port de la soutane dans la rue. Moi je me souviens d'avoir vu une affiche avant, je crois qu'elle date de 1903 ou 1904, donc avant la loi de 1905, qui interdisait le port de la soutane dans la rue. Et là, on a été vraiment dans cette conception des choses où c'était l'État qui décidait de comment les gens devaient s'habiller dans la rue, quelque part. Et c'était, quelque part, la liberté de conscience qui était remise en cause. Et heureusement, nous avons eu un courant qui a fait en sorte que la loi soit ce qu'elle est, qui est, je dirais, un courant à la fois du compromis, mais aussi le courant qui a apaisé les choses, qui a fait en sorte que la loi soit une loi de concorde civile. C'est le courant Jaurès-Buisson-Briand. On pourrait ajouter Pressensé, puisqu'il avait déjà déposé une loi qui avait été balayée avant, avec beaucoup plus d'articles d'ailleurs que la loi de 1905, sachant que la loi de 1905, et là aussi c'est quelque chose qui est méconnu, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la connaissance de cette loi-là, alors à la fois pour les journalistes, quand ils en parlent et quand ils parlent de laïcité, mais aussi et surtout pour les politiques. Et ce n'est pas d'ailleurs du fait des politiques, il n'y a pas de formation à la laïcité pour les politiques, mais je pense que le problème, ce sont les politiques au plus haut niveau qui méconnaissent la loi, ou en tout cas qui utilisent la laïcité pour dire autre chose que ce qu'est la loi. Donc vous avez ce troisième courant qui a gagné, qui a fait la loi, qui est ce courant-là extrêmement large, et qui permet, je dirais, deux choses essentielles. D'une part, avec son article 1, la liberté de conscience, à ne pas confondre avec la liberté religieuse. Mais cette liberté de conscience, c'est le fait justement de pouvoir croire ou de ne pas croire, et c'est le fait de pouvoir pratiquer un culte ou de ne pas pratiquer un culte si vous le souhaitez. C'est quelque chose qui vertèbre la loi de 1905 et qui est extrêmement important en tant que tel parce que il ouvre la voie aussi à une forme de citoyenneté. Il est profondément social parce que vous avez le droit de penser ce que vous avez envie de penser sans qu'obligatoirement on vous le dicte. Vous avez le droit de l'exprimer aussi dans l'espace public en tant que tel sans qu'il y ait un État qui vous interdise de le faire. Tout en gardant bien entendu le respect de la liberté des autres, bien évidemment. Et c'est inscrit là aussi dans l'article 1. Le deuxième champ qui me semble aussi important, c'est à travers l'article 2, c'est le fait qu'il y ait que l'article stipule la République, ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Je pense que c'est important, là aussi, le fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance, ce qui ne veut pas dire méconnaissance de la part de l'État des religions. L'État
c'est que les religions existent, c'est qu'elles ont un caractère social, c'est qu'elles ont une place dans la France, mais en tant qu'institution État, elle n'a pas de discussion à avoir avec ces dites religions, comme institution, j'entends. Ça ne veut pas dire qu'un élu, à titre privé, ne peut pas aller à la messe, s'il souhaite aller à la messe, à la synagogue, à la mosquée, au temple, il va où il veut, mais à titre privé. Par contre, cela signifie qu'un élu ne peut pas aller dans une messe avec son écharpe, en tant que représentant, par exemple, une municipalité pour un maire ou un conseil régional ou un conseil départemental, et ne peut pas faire en sorte non plus, dans sa mairie, d'apposer des signes religieux, ou dans son conseil général, ou dans son conseil départemental, des signes religieux. C'est d'ailleurs là inscrit dans la loi à travers l'article 28 sur les emblèmes religieux dans les bâtiments de la République. Donc vous saisissez bien que dans cette loi-là, qui a 44 articles, je le rappelle, qui a été modifiée 17 fois depuis 1905, et je dirais les cléricaux, et en tout cas l'Église, s'est astreint à modifier la loi très rapidement. Alors il y a eu beaucoup de modifications techniques, mais dès 1906, ils ont essayé de modifier la loi d'entrée de jeu, à peine la loi a été promulguée, mais la modification la plus profonde que la loi ait connue, c'est le 25 décembre 1942, sous le maréchal Pétain, avec la possibilité pour les églises de capter des biens immobiliers de défunts, ce qui agrandissait là aussi le parc de l'église catholique, bien entendu. Je n'ai pas dit quelle église, mais il s'agissait bien de l'église catholique en la matière. Donc vous saisissez bien que cette loi-là instaure la liberté de conscience, instaure le fait qu'il y ait une séparation stricte entre les institutions religieuses et les institutions politiques. Elle instaure aussi la concorde civile parce que vous êtes, à travers la loi, des citoyens et non des communautés, pour l'État, ce qui est quand même important. Mais elle est un enjeu parce que, justement, aujourd'hui, les politiques en font un enjeu. Alors, qui en fait un enjeu, qui l'utilise? Toute une série de politiques qui partent d'un certain nombre de principes, qui ne sont pas obligatoirement justes d'ailleurs, et que je vais essayer de démontrer comme étant justement fallacieux. Principe ou première phrase que l'on peut entendre de la part de ces politiques. L'islam est une religion qui n'a pas été prise en compte dans la loi de 1905, donc il faut en tenir compte. Les musulmans n'étaient pas sur le territoire français quand la loi a été mise en place, donc il faut en tenir compte. Donc vous avez toute une série comme ça de principes qui sont énoncés par tout un tas de politiques qui ciblent une religion et quelque part qui instrumentalisent cette religion. Et ce que Blanquer a fait en disant que la FCPE avait tort d'avoir fait cette affiche, c'est exactement ce type d'instrumentalisation qui vient d'avoir lieu. J'en ferai la démonstration. Là-dessus, Emmanuel Macron, président de la République, dès qu'il est arrivé aux fonctions, a développé, là aussi vis-à-vis des religions, toute une politique de contact, puisqu'il a envoyé ses ministres, il y est allé lui-même. Vous avez vu là aussi que lui-même, il a été invité à la conférence des évêques de France au Bernardin, où il a déclaré « il faut réparer le lien abîmé entre l'État et l'Église ». Alors je rappelle que la conférence des évêques de France, c'est, pour donner un parallèle, c'est le comité central de l'Église de France, d'accord, ou le comité directeur, ou le conseil national. Ça dépend comment vous appelez cette instance de direction. Mais c'est l'instance de direction de l'Église catholique en France. Et donc lui, invité par eux, il y va et il déclare cela, tout en acceptant aussi le fait d'être chanoine de Latran, c'est-à-dire d'être soumis en tant que président de la République, parce qu'il ne l'a pas fait à titre personnel, il l'a fait au nom de la République et au nom de son titre de président de la République, d'être soumis à la hiérarchie de l'Église et d'être soumis au pape en la matière. Il a accepté aussi de recevoir le prix Charlemagne, qui est un prix clérical, qui est le prix de la Sainte Alliance et de l'Europe. J'y arrive plus.
du Saint-Empire romain germanique, merci beaucoup, du Saint-Empire romain germanique, et en acceptant ce prix qui est un prix extrêmement clérical, puisque les papes l'ont, et quand vous regardez le nombre et le nom de ceux qui l'ont reçu, ce sont tous des gens qui ont construit une forme d'Europe cléricale, qui ont développé des thèses et des théories cléricales et qui appartiennent dans leur pays au clan des cléricaux. Là-dessus, Emmanuel Macron ne dénote pas et appartient au même camp. Il appartient au même camp et il développe, je dirais depuis début janvier 2018, une politique où il veut modifier profondément la loi de 1905. Alors bien entendu, on nous dit que c'est à la marge, sauf que le problème, c'est que la question des marges, des fois, elle rentre dans le cœur de la loi, et je vais vous en faire la démonstration. Au début, il ne voulait pas, nous, quand on a su qu'il voulait modifier, on lui a écrit en tant que Fédération nationale de la libre pensée, et il n'y a eu aucune réponse. En août 2018, on a pris nos responsabilités et on a considéré lors de notre congrès qu'à travers nos 90 fédérations, enfin plus de 90 fédérations, il y avait une nécessité pour nous d'aller interroger ceux qui représentaient le gouvernement, c'est-à-dire les préfets, parce que, à travers ces fédérations départementales, elles pouvaient directement aller voir les préfets autour de la journée du 9 décembre 2018, et ça permettait là d'avoir une réponse à nos interrogations. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi que vous voulez faire? Comment vous voulez modifier la loi? Qu'est-ce que vous voulez faire avec la loi de 1905? Or, entre-temps, le journal L'Opinion a donné une partie du plan du gouvernement. Donc, bien entendu, c'est une fuite, et ça a fuité de la part du gouvernement. Et le journal L'Opinion dit il y a plusieurs choses, dont deux qui me semblent importantes. D'une part, il y a une volonté de labelliser certaines associations. D'accord ? Ce serait des labellisations, et ça, on a eu confirmation auprès des préfets, comme quoi ils voulaient labelliser au niveau départemental certaines associations dites musulmanes, prétextant le fait qu'il n'y avait pas d'interlocuteur. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, ils voulaient modifier le titre 5, et le titre 5, c'est sur la question de la police des cultes. Je m'explique. Par exemple, une cérémonie religieuse, si vous êtes laïque, libre penseur ou si vous avez envie de perturber, vous, une cérémonie religieuse, vous n'avez pas le droit, parce que vous tombez sous le coup, justement, du fait que vous avez le droit de croire et de ne pas croire. Vous avez le droit aussi, la loi protège le fait qu'il puisse y avoir une pratique religieuse, mais vous n'avez pas le droit d'interférer dans une cérémonie religieuse, de la perturber, parce que sinon, vous seriez condamné à la fois du fait du titre 5, mais aussi du fait de la loi française du code pénal. Même chose, si un imam, un rabbin, un curé, un pasteur ou un moine bouddhiste décide de dire il faut s'en prendre à la République, il faut détruire la République, il faut détruire les institutions et il faut mettre à feu et à sang le pays, là aussi, ça tombe sous le coup de la loi. Et la loi fait en sorte que justement ce type de personnage ne puisse pas avoir lieu, parce que ça répond un petit peu à l'époque, je dirais, au questionnement de Allard dans l'Assemblée, quand il dit c'est le parti de l'étranger. Vous comprenez bien qu'il fallait aussi répondre à cet aspect-là où l'Église catholique agissait en la matière. Et donc c'est aussi cette forme de réponse-là qui permet de protéger la République, de protéger la séparation, parce que c'est une protection pour la séparation des églises et de l'État. Les préfets, et je reviens sur la labellisation, les préfets nous ont expliqué qu'ils allaient labelliser. Et c'est là où je me permets là aussi de vous interroger, et qu'on s'interroge mutuellement sur cette question-là. Dès le moment où vous labellisez une association, c'est-à-dire que vous dites que l'association lambda est labellisée, et que l'association Oméga ne le soit pas. Bien. Si l'association lambda est labellisée, ça veut dire que vous la reconnaissez en tant qu'État. Et si vous commencez à la reconnaître, vous reniez sur le premier verbe de l'article 2, la République ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Et si vous reniez sur le premier verbe, vous reniez obligatoirement sur le second et sur le troisième verbe. Ou en tout cas, vous ouvrez la porte au fait que vous puissiez financer ou avoir des financements parallèles. Là-dessus,
les pouvoirs publics et Emmanuel Macron et certains ministres ne le cachent pas, ils voudraient bien, par exemple, sur le halal, qui est le halal, je rappelle, c'est le fait d'abattre une bête rituellement en présence d'un imam et que l'imam fasse le rituel pour que la bête soit abattue et la viande devient halal. Mais l'imam, lui, il touche quand même, pour sa prestation, il touche de l'argent. Or, l'État voudrait bien taxer le halal pour dire il y a une caisse centrale, alors qui peut être gérée par la Fondation pour l'Islam ou par la Conférence des évêques de France. C'est pour ça que vous avez aussi une guerre entre ces deux groupements qui ont été reconnus par l'État et qui posent là aussi la question de la reconnaissance. Mais vous avez donc ce questionnement qui est posé sur ces deux groupements pour dire qui va gérer le halal. Et vous imaginez la manne financière que ça peut générer. Et là-dessus, l'idée du gouvernement, c'est de dire comme ça, avec cet argent-là, on construira des mosquées qui ne seront pas financées par l'extérieur, c'est-à-dire par les pays du Moyen-Orient et d'Arabie Saoudite. Jusqu'à présent, ça posait de problème à personne que des pays financent des clubs de football, ça posait de problème à personne qu'on vende à ces pays des armes, et ça posait de problème à personne sur le fait qu'ils financent pas simplement des clubs de football, mais aussi des musées, des structures étatiques, des groupes français automobiles et autres, et ça ne posait de problème à personne. Par contre, le fait qu'ils financent éventuellement des mosquées, c'était soi-disant de les contrôler. Là aussi, je rappelle que le titre 5, il empêchait justement ce type de contrôle, entre guillemets, de l'islam radical, parce que il y avait la possibilité, grâce au titre 5 et grâce à la loi française, de protéger et la République et la séparation. C'est l'exemple, par exemple, de l'imam de Brest, qui a été destitué parce qu'il a appelé justement... il a appelé plus qu'au djihad, puisqu'il a appelé à abattre la République française, et il a été destitué de son poste, pas simplement par la communauté de fidèles, mais par l'État en tant que tel, qui l'a surtout traduit en procès, ce qui n'a pas fait fermer la mosquée de Brest, parce qu'il ne fallait pas condamner non plus l'ensemble des musulmans de Brest pour les propos d'un seul homme. Vous comprenez bien que la question de la responsabilité collective, là, ne peut pas être mise en place sous cette forme-là. Néanmoins, les préfets nous ont dit oui, on va vers la labellisation. Alors, il y a 10 jours de cela, je crois que c'était dans Slate ou dans le Huffington, il y avait une interview de Ben Chekri, qui est le nouveau dirigeant de la Fondation pour l'Islam. Et il expliquait la chose suivante, il disait il faut vite reprendre les travaux autour de la loi de 1905, parce que l'événement et l'épisode des Gilets jaunes a mis entre parenthèses et a repoussé tout ce qui devait se passer avec la loi de 1905, et pour cause. Je vous rappelle, là aussi, parce que ça vous a peut-être échappé, ou je ne sais pas, qu'Emmanuel Macron, il avait la suite dans les idées, mais quand il a fait son fameux questionnaire pour répondre justement à la crise des Gilets jaunes, il a fait un questionnaire avec plus d'une trentaine de questions, 35 si je ne m'abuse, et dans ces 35 questions, il l'a lancé le 6 février. Le 7 février, il se faisait son premier marathon avec justement des maires, c'était en Normandie si je me souviens bien, 6 à 7 heures de débat, et là-dessus, dans ce débat-là, si vous vous souvenez bien, et si vous avez tout suivi, parce que vous n'êtes pas levé, bien entendu, devant votre télévision pour écouter le guide suprême de la République française, vous vous souvenez qu'il a dit la chose suivante, on a fait un questionnaire et il y aura une réponse à toutes les questions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de regarder les questions et ce questionnaire, parce que dans le questionnaire, l'agencement des questions, c'est les questions de migration à un moment donné sont posées. Alors, comment il faut accueillir les migrants? Faut-il accueillir les migrants? Est-ce qu'il y a des quotas à mettre en place? Enfin, tout un tas de questions. Des fois, vous avez la réponse dans la question où vous voyez où on veut vous amener pour la réponse. Si vous répondez de manière juste brute de décoffrage. Et le problème, c'est que justement, vous avez ces questions sur l'immigration et juste après, vous avez les questions sur la laïcité. Donc, on est en train de faire rentrer dans la conscience des citoyens français
qu'on a un problème avec les migrants, que ce problème, comme les migrants ils viennent d'Afrique noire ou du Moyen-Orient, en gros on a un problème avec l'islam, pour résumer, et que pour régler ce problème avec l'islam, il faut aussi régler le problème de la loi de 1905. Hein, d'accord ? Donc vous avez une pensée quelque part guidée, hein, c'est un petit peu comme les jeux qu'il y avait avant, où il fallait dessiner quelque chose, vous passiez d'un point 1 à un point 2 à un point 3, etc. Et au bout du compte, vous aviez le canevas qui apparaissait sous vos yeux magnifié, et vous disiez émerveillé, et vous disiez, oh là là, c'est formidable, il faut modifier la loi de 1905 quand même, parce que le président l'a dit. Or, là-dessus, c'est aussi ce type de phrase, chaque question aura sa réponse, qui nous inquiète. Parce qu'Emmanuel Macron, vous avez bien compris qu'il a déjà la réponse à la question « Faut-il modifier la loi de 1905 ?» Et ça nous inquiète d'autant plus que nous sommes en septembre 2019, et qu'en septembre 2019, le gouvernement, d'un point de vue social par exemple, s'il faut prendre que cela, a annoncé tout l'été qu'il allait, sur la question des retraites, réduire 42 régimes à un seul régime. Formidable, monsieur le Président, ça c'est... alors là, vous n'allez pas plus loin que la régression sociale, hein, parce que vous êtes en plein dedans, mais c'est quand même une sacrée régression sociale. Et comme il y a eu de l'émotion à travers ces annonces-là, comme il y a eu des annonces aussi d'un agenda social, il en a tenu compte et il a fait un gros coup de com' parce qu'il a commencé à annoncer et à faire annoncer par les journalistes, oui mais quand même, il y a les municipales qui vont arriver, il faut se poser la question des municipales, est-ce que le président va garder sa majorité, est-ce qu'il va réussir son coup sur les municipales, et il y avait tous ces questionnements qui étaient à travers les médias, et là, quelques personnes, des journalistes, quelques politiques ont annoncé que, somme toute, le débat et la négociation allaient s'ouvrir, que tous les partenaires sociaux étaient invités à venir intervenir à la table, que les corps intermédiaires y étaient invités aussi. Hein, vous voyez aussi le langage de la doctrine sociale de l'Église qui transparaît à travers ces informations-là, et que, quelque part, la réforme aurait lieu peut-être après les municipales. Alors vous dites, oh dis donc, il y a eu un recul, mais en fait, pas du tout. 3 jours après, vous avez le Premier ministre qui intervient et qui dit, il y a négociation avec les partenaires sociaux, tout le monde est invité, les corps intermédiaires, donc le langage, les éléments de langage sont exactement les mêmes, et les 42 régimes de retraite deviendront un seul. Ah bon, donc en fait il n'y a pas de négociation, et on est exactement sur la même chose que la loi de 1905. C'est soi-disant une négociation au cœur des choses, mais en fait c'est une négociation à la marge et surtout en bordure pour les retraites, où ils vont modifier totalement le cœur, mais exactement comme la loi de 1905. Quand ils annoncent que c'est une modification à la marge, c'est en fait le cœur qui est visé. Et c'est le cœur de la loi de 1905, comme c'est la question du cœur des retraites. Et nous, on s'interroge. Quand un gouvernement est capable d'une telle jonglerie médiatique et en matière de communication, qu'est-ce qui nous dit que demain, il ne va pas ressortir le dossier de la loi 1905, je dirais même pas le ressortir, juste l'ouvrir parce que le dossier est sur le bureau, et qu'il ne va pas annoncer que tout cela va être modifié dans les mois et dans les semaines qui viennent. Ça nous pose après un certain nombre de questions, et moi j'ai construit un peu cette conférence aussi comme un argumentaire. Je vais essayer de vous donner une série d'argumentaires qui vous permettront, vous, en tant que citoyen, en tant que libre penseur, en tant qu'élu, d'utiliser ces argumentaires pour, et puis après on pourra le peaufiner ensemble, mais d'utiliser cet argumentaire pour pouvoir répondre aussi aux questionnements. Premier élément fallacieux. L'islam n'existait pas en 1905 ou n'a pas été pris en compte. Si vous regardez le rapport Briand, on peut le penser. Parce que dans le rapport Briand qui a été un prélude à la loi, il ne prend pas le culte musulman en compte. Il prend tous les cultes, catholiques, protestants, juifs, et c'est vrai qu'il n'aborde pas obligatoirement le culte musulman. Néanmoins, il y avait 2 fois plus de musulmans en France en 1905 qu'aujourd'hui. Ça, c'est un premier argument qu'on peut donner. Et parce qu'il y avait la question des départements français et d'Algérie, et que l'article 43 de la loi
stipulait que la loi de 1905 de séparation des églises d'État devait s'appliquer justement à l'Algérie. D'accord ? Et c'était au gouverneur de mettre en place les éléments pour que la loi s'applique. Or, bien entendu, le gouverneur est à la fois la politique des petits pères blancs et à la fois la politique des propriétaires fonciers, n'a jamais voulu appliquer la loi parce que cela aurait donné une forme de citoyenneté et le début d'une citoyenneté et d'un cadre social aux Algériens, et ça les aurait intégrés aussi dans le cadre de la discussion de la République. Pourquoi ? Parce que la loi serait tombée, ils auraient eu déjà l'article 1 de la loi avec eux sur la question de la liberté de conscience. Ils auraient pu commencer publiquement à donner leur mode d'expression, leur volonté d'autonomie, leur volonté d'indépendance. Et ils ne se sont pas trompés là-dessus. L'association des oulémas progressistes, donc, qui sont des docteurs en droit coranique, dès 1920, c'est-à-dire après la grande saignée de la guerre de 14-18, où les Algériens ont aussi payé de leur sang, l'association des oulémas progressistes réclame l'application de la loi de 1905. Pourquoi ils font ça ? Mais parce que, je vous l'ai dit, il y avait 2 fois plus de musulmans, il y en avait entre 8 et 10 millions. Aujourd'hui en France, on considère qu'il y en a 4,5 millions. Et cette association des oulémas progressistes, elle sait compter. Elle compte qu'à hauteur de, voire un demi-franc ou 1 franc par musulman, eh ben, vous aviez de quoi vous construire vos propres mosquées. Ce qui d'ailleurs est dans l'esprit total de la loi. Le fait de construire ses propres lieux de culte pour les pratiquants, ça permet d'être totalement indépendant de l'État. Hein, c'est aussi ça que permet la loi. Et il le faisait, pourquoi il voulait le faire ? Parce que le gouvernement et le gouverneur français en Algérie, lui, faisaient construire des mosquées. Mais il faisait construire des mosquées sur quelle base ? Sur le fait que l'imam qui allait tenir la mosquée collaborait étroitement avec le pouvoir français. C'est-à-dire que lui, le gouverneur, tenait les religieux, donc dans un cadre en fait quasiment concordataire, c'est le cas de le dire. Donc vous comprenez là aussi pourquoi les propriétaires fonciers ne voulaient pas, parce que ça aurait donné trop de liberté aux Algériens. Il est à noter qu'il y en a d'autres qui ont demandé après cette application de la loi, notamment l'émir Khaled, qui est le petit-fils d'Abdelkader, qui a créé Rio, mais aussi le PPA, le Parti du peuple algérien de Messali Hadj, qui en 1937 demande l'application de la loi de 1905 et de l'ensemble des lois sociales, ce qui fait retomber la loi de 1905 vraiment dans un cadre totalement social. Hein, parce que le fait que cette loi puisse aussi attribuer une part de citoyenneté et qu'elle puisse donner une part de liberté supplémentaire, ça permet là aussi aux citoyens de se grandir dans la société et de décider, lui, de son propre devenir et de sa propre émancipation. Donc cet aspect-là est extrêmement important. On retrouve d'ailleurs aussi cette séparation dans le manifeste du parti, le manifeste du peuple algérien, le manifeste du peuple algérien de Ferhat Abbas, en 1942-43. Donc vous avez là aussi une réflexion. Si la loi s'était appliquée en Algérie, nous aurions une situation totalement aussi différente. Alors, je ne veux pas faire de politique fiction en la matière, mais ça nous interroge, nous aussi, en tant que citoyens. Je dirais, c'est la première série d'arguments. Deuxième série d'arguments, qui est peut-être la plus tranchante. Il y a un autre culte qui n'était pas pris en compte dans le rapport Briand, c'est le bouddhisme. Or, en France, vous avez entre 800 000 et 1 million de bouddhistes. Et les bouddhistes se sont totalement acclimatés à la loi. Ils ont totalement su créer leurs associations cultuelles, voire culturelles, de type loi de 1901 par exemple, mais surtout leurs associations cultuelles pour fonder et pour monter leur propre pagode et leur propre lieu de culte. Et ils l'ont fait de manière totalement indépendante par rapport à l'État. Pourquoi 800 000 à 1 million de personnes arriveraient à le faire et 4 à 5 millions de personnes n'arriveraient pas à le faire ? La question, elle est là. Quelque part, une autre église qui s'est totalement adaptée, c'est l'église catholique, enfin qui s'est totalement adaptée, elle a dû s'adapter, mais elle s'est adaptée quand même, parce qu'elle a quand même tenu et continué à construire des églises
souvent en cherchant à détourner des fonds publics, parce qu'ils ont toujours été comme ça, mais là aussi en se basant sur leurs propres fonds, sur certaines églises et cathédrales. Donc vous comprenez que la loi de 1905, elle peut être appliquée. J'aimerais revenir et qu'on réfléchisse ensemble là aussi à se dire et à détourner l'argument, et en tout cas à déjouer l'argument qui est de dire la loi est vieille et ce qu'il faut c'est s'adapter quelque part aux nouvelles religions, au nouveau monde et à tout ce qui se passe. Alors le nouveau monde et les nouvelles religions, moi je répondrai d'abord d'une manière simpliste. Une loi, elle s'applique dès le moment où elle est promulguée. C'est le principe pour moi d'une loi. Elle s'applique donc aux religions et aux églises qui existent avant 1905, comme celles qui, je parle des églises qui existent et des religions qui existent sur le territoire. Avant 1905 et après 1905. L'intitulé de la loi, c'est la loi de séparation des églises avec un E majuscule, donc les institutions, avec un S, donc elles sont au pluriel. Et ce n'est pas adjectivé, il n'y a pas d'adjectif, donc elles ne sont pas déterminées en soi, et de l'État. Donc c'est toutes les églises. Aujourd'hui, on nous pose la question des évangélistes qui viennent là aussi dans les rues, de leur place. Demain, peut-être qu'ils demanderont eux aussi à être financés par l'État parce qu'ils représenteront une force sociale ou une force politique dans le sens basique du terme, profond du terme. Mais regardez bien, par exemple, comment nos amis belges construisent leur société. Eux, ils la construisent sous la forme du pilarisme. Il n'y a pas de séparation. Le pilarisme, c'est que chaque religion est un pilier de la société belge. D'ailleurs, même les libres penseurs, les athées, les agnostiques sont aussi un pilier de la société belge. Et qu'en fonction de leur représentativité, de leur pourcentage dans la société, ils touchent plus ou moins de l'argent pour leurs écoles, pour développer leur association, etc. Bien. C'est comme ça, par exemple, l'Université libre de Belgique existe et se développe. Revenons non pas à la France, non pas à la Belgique, mais repartons aux États-Unis, avec un exemple que j'affectionne particulièrement. Un scientifique a eu la folle idée de créer et de se moquer des créationnistes, notamment, du monde créé en 7 jours, et de créer un dieu des spaghettis. Le pastafarisme, c'est un dieu multiforme, avec des débats théologiques extrêmement profonds. Savoir, pour les orthodoxes du pastafarisme, ce dieu spaghetti n'a pas de boulette en forme d'œil, enfin Dieu, parce que c'est pas comme ça qu'il est représenté, il est tout en spaghetti multiforme, avec le fait qu'il y ait des jeunes qui ont repris ça sur Internet, parce que c'est la force aussi d'Internet, et qui aient créé 10 commandements du pastafarisme. Bon, vous ne me demandez pas du tout où est-ce qu'ils sont allés chercher cela, je ne sais pas du tout. Avec, tu as le droit de manger des pâtes, tu as le droit de manger beaucoup de pâtes, tu peux manger des pâtes avec de la sauce, enfin bon, tout un tas de commandements, etc. Tu donneras des pâtes à ton prochain, enfin bon, bref, voilà. Avec, là aussi, le fait que le pastafarisme soit reconnu comme religion dans 3 États américains. Et vous avez le droit, dans ces 3 États américains, d'être avec un signe distinctif du pastafarisme sur votre photo de permis de conduire, à savoir une passoire sur la tête. Bien. Alors, je vois que certains rigolent et sourient. Je vous rappellerai qu'il y a 2000 ans de cela, il y en a certains qui ont quand même fait croire qu'on multipliait les pains, qu'on marchait sur l'eau et qu'on transformait l'eau en vin, et ça a fonctionné. Donc, donnez peut-être sa chance au pastafarisme, ça peut fonctionner. On y croit, on y croit. Merci Panzani. Bref, donc là-dessus... vous comprenez bien que si 3 États américains reconnaissent le pastafarisme, regardez bien comment, en Belgique, ils peuvent réagir. Parce qu'il faudrait que, là aussi, en Belgique, ils sont en train de se poser la question, faut-il reconnaître le pastafarisme ? Si vous avez 20 membres ou 50 membres sur la Belgique entière, ça ne représente rien du tout. Quelque part, vous pouvez en sourire, rire et balayer le problème. Mais si vous avez 20 000, 30 000, 40 000 membres, 50 000 membres, vous commencez à avoir une force,
Alors, il y a une copine laïque belge qui me disait, oui, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plusieurs conditions pour que, justement, elle rentre dans le cadre du pilarisme, une religion. Il faut qu'elle ait 10 ans d'existence sur le territoire belge, ce qui est le cas du pastafarisme. Il faut qu'elle ait posé des conditions en termes associatifs et d'existence, je veux dire d'un point de vue légal, ce qui peut être le cas là aussi, et qui est le cas du pastafarisme, parce que certains ont commencé à déposer des statuts en la matière. Et il faut qu'elle fasse la preuve qu'elle fasse œuvre sociale. Alors là aussi, elle peut tout à fait, pour les plus pauvres, distribuer des spaghettis, des pâtes et des repas, et elle fera œuvre. Et donc là, le problème se posera pour l'État de savoir si elle reconnaît cette religion-là. Donc, si vous voulez vous lancer dans la commercialisation des passoires, je pense qu'il en est temps. Vous allez faire fortune avec cette nouvelle religion. Après tout, à chacun son signe. Pourquoi je prends cet exemple-là? Pour bien montrer que justement dans l'énonciation simpliste de la loi, la séparation des églises et de l'État, eh ben, même cela s'est pris en compte quelque part. Dans la drôlerie ou la folie ou l'imaginaire ou le fantasme que peut créer le pastafarisme, même cela est pris en compte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir n'importe quelle secte ou religion, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, qui puisse arriver sur le territoire français, qui sera prise en compte par la loi. Et la loi nous protège et protège la liberté de conscience de chacun. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important de la loi. L'autre aspect, et je vais peut-être après conclure et revenir sur ce que j'ai introduit. L'autre aspect et le problème profond qu'on a, c'est que ces politiques qui parlent de l'islam comme d'un problème, ce sont aussi des politiques qui savamment mélangent espace public, espace privé, sphère publique, sphère privée, la sphère et l'espace, et qui jouent un jeu extrêmement dangereux où, à travers les arrêtés anti-Burkini, à travers la loi sur la question du voile dans la rue, à travers là aussi l'introduction de la question des signes ostensibles et ostentatoires dans les règlements intérieurs d'établissements scolaires, avec le fait là aussi d'introduire dans les entreprises des chartes de laïcité ou de vivre ensemble. Tous ces gens-là sont des dangers pour la laïcité, sont des gens qui sont des fossoyeurs de la laïcité. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ils introduisent justement des vers dans le sens de virus dans la loi pour pervertir la loi et pour pervertir son champ d'application. La laïcité s'applique à la sphère publique, c'est-à-dire aux institutions, à l'État, aux institutions publiques, aux agents du service public dans le cadre de leur mission de service public. Or, prenons notre question de la mère accompagnatrice. Première question. Est-ce qu'elle est agent du service public quand elle fait une sortie scolaire? Non. La destruction successive des services publics fait qu'aujourd'hui, dans des écoles primaires, élémentaires, quand vous êtes professeur des écoles ou institut, vous l'appelez comme vous le souhaitez, vous êtes obligé de demander aux parents d'élèves d'accompagner la sortie scolaire pour avoir un cadre minimum de sécurité d'encadrement des élèves. Le problème, c'est qu'on a enlevé à la fois aux communes, mais aussi aux écoles, un certain nombre de moyens en matière financière et donc de personnel qui permettraient justement d'accompagner ces sorties scolaires. Et le fond du problème, il est là. Et aujourd'hui, on joue sur cette pénurie pour dire il y a des mères d'élèves, et aujourd'hui, ce serait à l'État de dire vous, non, madame, vous êtes voilée, vous ne pouvez pas accompagner, vous n'êtes pas voilée, vous êtes bien habillée, et vous êtes habillé correctement, vous pouvez accompagner. Donc c'est un élément discriminant profond de la population, et surtout quand on regarde la sociologie et la géographie, quand on mélange les deux, c'est le fait d'exclure un certain nombre d'écoles de sorties scolaires ou de quartiers de sorties scolaires, et c'est les ghettoiser et les enfermer encore plus. Et je pense que le danger, en lançant ce genre de débat, et quand Jean-Michel Blanquer lance ce genre de débat,
Le danger, c'est justement la marche à la communautarisation de la société française. C'est-à-dire que c'est la négation de la citoyenneté qui est contrebalancée justement avec cette marche à la communautarisation. Et je pense que le véritable danger, il est là. Même chose, et je vais arrêter sur cet exemple-là, parce que on parle toujours des femmes voilées, et c'est toujours le problème qui est avancé quand on parle en matière de laïcité. On parle que très rarement et publiquement du fait que certains installent des crèches de la nativité dans les bâtiments de la République ou érigent une vierge dans un jardin public sur fond public ou finance l'élévation d'une statue de Jean-Paul II surmontée d'une croix sur fond public et sur terrain communal. Donc là-dessus, je vais terminer sur cet exemple-là du Burkini parce que je pense qu'il montre bien la responsabilité des politiques. Quand il y a eu l'affaire du Burkini, il y a 2 ans de cela, ou 3 ans de cela, peut-être même 4 ans, c'était 2-3 ans de cela. Quand il y a eu l'affaire du Burkini, vous avez eu en fait un maire d'une commune qui a pris un arrêté anti-Burkini, en se basant, c'était après ce qui s'est passé à Nice, mais ça a été quelques semaines après, mais en se basant sur rien. Sur 0 femme sur la plage. 0 femme avec ni voile, ni fichu, ni burkini. Il l'a fait parce que c'est la théorie à la fois de l'invasion et les hordes de barbares qui arrivent sur les plages françaises. C'est la théorie du grand remplacement qui est une théorie fallacieuse. Et c'est l'idée, en gros, de prendre cet arrêté-là. Et il l'a fait passer par le biais d'une association à laquelle il était lié, de maires, qui est une association parallèle à l'AMF, l'Association des maires de France, et qui est une association qui a été en partie montée par le Front National et par des gens de tendance, les Républicains, mais plutôt tendance Ciotti, Estrosi, etc. Bien. Des démocrates. Là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que cet arrêté a fait Florès, avec des réalités totalement différentes selon les différents arrêtés des différents maires. Mais aucun Burkini en vue, quand même. Ça posait quand même un petit problème de faire des arrêtés anti-Burkini avec aucun Burkini. Au bout du compte, vous avez eu cette espèce d'image d'une femme voilée sur la plage de Nice, encadrée par 3 policiers de la police municipale de Nice. Et là, ça a été le ridicule, en tout cas au niveau national et européen. Je peux vous dire que dans la presse des autres pays, c'est quand même moqué de notre laïcité en disant si c'est ça la laïcité française, ça veut dire que c'est la prison. Et ils montraient la laïcité comme un instrument d'oppression, quelque part, des citoyens. Et ça, je pense que c'est un danger. Mais ce qui est important, et c'est là où je voulais en venir, c'est que le Conseil d'État a cassé les arrêtés anti-Burkini. Il a dit le droit. Il s'est basé sur la loi de 1905. Parce que la plage est un espace public. La plage n'appartient pas à la sphère publique. La plage, comme la rue, ce n'est pas, ce sont 2 espaces publics où les gens ont le droit de se promener comme ils le veulent. Je rappelle mon exemple sur l'interdiction de la soutane. C'est exactement la même situation. Or, le danger, et ce qui nous guette, c'est que le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, pour le citer, a cru bon prendre la parole à la télévision et dire la chose suivante: le Conseil d'État a son opinion et a sa vision de la laïcité, j'ai la mienne. Or, je voudrais quand même contredire ce grand expert de la démocratie qu'est Manuel Valls et ce grand démocrate. Il n'y a pas de vision de la laïcité. La laïcité, c'est un principe, ce n'est pas une opinion. La laïcité, c'est un principe de droit qui s'applique. Et c'est une loi, effectivement, et qui est incarnée dans une loi, et dans une série de lois d'ailleurs, que ce soit les lois scolaires de Ferry, la loi de 1905, et même, je dirais, quand on pousse jusqu'au circulaire Jean Zay, mais c'est véritablement un corpus général qui s'applique et qui permet justement d'avoir la concorde civile. Et de ne pas avoir un ministre, parce que c'est quand même une certaine image, un Premier ministre,
en l'occurrence, qui disent moi j'ai mon point de vue sur la laïcité, vous pouvez avoir le vôtre. Parce que si chacun a son point de vue sur la laïcité, cela renvoie la laïcité à une introspection personnelle, et cela renvoie au fait que il y ait autant de laïcité que d'individus, et donc vous êtes sûr que ce n'est plus la concorde civile, mais vous êtes sûr que c'est la discorde généralisée. J'arrête là. Enfin, je pense que j'ai fait 30-40 minutes. Donc, comme c'est moi qui officie, on peut passer aux questions. Allez-y. Mais surtout si vous n'êtes pas d'accord. Moi, c'est ce que je préfère. C'est le problème. Oui. Sur la liberté de conscience, pourquoi un jeune gendarme que je connais est obligé d'aller en uniforme à la messe de la Sainte Geneviève avec obligation certaine d'y assister? Alors, déjà sur la Sainte Geneviève. La Sainte Geneviève, ça a été institué dans les années 50. Hein. Donc c'est quelque chose de récent. La Sainte Geneviève, ce serait la patronne de la gendarmerie. Et alors, c'est là où il y a effectivement une atteinte à sa liberté de conscience, parce que, alors il y a une drôle d'arnaque, c'est un jour de congé pour les gendarmes où leur hiérarchie les oblige à venir en uniforme à la messe, quelle que soit d'ailleurs leur croyance. Hein, ils peuvent être musulmans, protestants, parce que là c'est dans une église catholique, hein, protestants, orthodoxes, bouddhistes, catholiques, libre-penseurs, athées, ce que vous voulez, mais ils sont obligés, sinon pour certains d'entre eux c'est 4 jours enfermés, donc ça pose quand même un problème. C'est un problème que nous avons soulevé, nous, lors de la présidence, notamment de Marc Blondel, qui a été président de la Fédération nationale de la libre pensée, et qui avait fait une lettre à la fois aux responsables de la gendarmerie nationale, mais aussi du ministère des Armées. Et là-dessus, il a eu... vous savez, il y a plusieurs journaux de la gendarmerie, et dans l'un des deux, qui est un des principaux journaux de la gendarmerie, ils ont publié cette lettre-là. Ce qui nous a valu un tombereau d'insultes et d'animosité, mais ce qui nous a aussi valu le fait qu'il y ait des gendarmes qui nous soutiennent et qui nous disent « Vous avez raison, on nous oblige non seulement lors de ce jour de congé à venir et être quelque part de garde ou d'astreinte. » Ce qui leur posait là aussi problème, et pour une religion sur laquelle ils n'avaient aucune accointance. Donc vous comprenez bien que ça a été le début de la bataille. La bataille, on l'a poursuivie, et cette année, en tout cas l'année dernière, nous avons menacé d'aller au tribunal administratif si une gendarmerie faisait cela de manière, parce qu'ils publient ça souvent dans la presse, voire ils font des cartons d'invitation aux élus, voire à la population, pour annoncer qu'il y aura la Sainte Geneviève et que c'est quelque chose de totalement officiel. Et souvent, les gendarmes reçoivent le carton du colonel ou de leur supérieur qui dit vous êtes invité. Alors l'invitation, elle est plus que cordiale, hein, elle est obligatoire. Donc si ça paraissait, et nous avons dit, nous irons au tribunal administratif et pour justement, sur un cas concret, gagner cette bataille-là, qui est une bataille de la liberté de conscience. Il m'a été dit par les plus hautes autorités de ce pays en matière de laïcité que l'action de la libre pensée avait porté. Attention, il faut mesurer les choses dans la portée, parce que la portée, elle n'est pas totale. Ça avait porté parce qu'il y avait moins de gendarmerie qui s'était, en tout cas moins de hiérarchie de gendarmerie, qui s'était embringuée dans la Sainte Geneviève, ce qui est très bien. Parce que là aussi, d'ailleurs, même certains supérieurs ne sont pas obligatoirement des fanas de la religion catholique et
de prendre leur jour de congé pour aller à la messe. Mais certaines gendarmeries l'ont peut-être fait discrètement, tout en obligeant d'ailleurs leurs gendarmes à y aller. D'autres gendarmeries ont laissé libre cours à leurs gendarmes, apparemment, en leur disant « vous faites ce que vous voulez ». Mais ce qui ouvre là aussi la porte à quelque chose qui est intéressant, parce que on fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, vous comprenez bien que là, on va au fur et à mesure gagner cette bataille-là. Si nous, on est sur un cas à un moment donné de gendarmerie qui agit de cette manière-là, on ira au tribunal administratif et on gagnera. Et on gagnera parce que nous, on a un principe, la Libre Pensée, c'est la plus vieille association de France, laïque, 1847-1848. Mais nous, on a un principe, c'est quand on va au tribunal, on gagne, sinon on n'y va pas. Et c'est pour ça qu'on a gagné sur la question des crèches de la nativité dans les bâtiments de la République. C'est pour ça qu'on a gagné à Peu-Hermel sur la statue de Jean-Paul II. C'est pour ça que nous avons gagné sur la Vierge de Bruséville et sur la Vierge de Publié. Et là où on va au tribunal, on gagne. Et on gagnera tout le temps. Parce que, justement, et c'est là aussi où c'est la loi, c'est un argument aussi pour dire que la loi, c'est pas une vieille loi. Parce qu'on fait en sorte que d'un point de vue juridique, elle soit incarnée, qu'elle vive aussi, et qu'elle existe par rapport à cela. Je vous en prie. On entend les cloches là qui nous donnent l'heure. Ça, il faut demander au maire. C'est le maire qui gère les cloches. D'accord. Par arrêté municipal. Il peut décider, et on peut lui suggérer, à un moment donné, si cela gêne la quiétude du voisinage, de dire, par arrêté municipal, j'arrête de faire en sorte qu'il y ait les cloches. C'est pas une question de quiétude, hein, c'est une question de... Est-ce que c'est l'Église qui donne l'heure, quoi, c'est ça? Non, il peut considérer que c'est, comme l'Église est avant 1900, il peut considérer que c'est lui qui donne l'heure aussi. Il y a eu le problème des crèches aussi dans les mairies. Ah bah alors là, c'est là où nous avons gagné, monsieur le sénateur. C'est là où nous avons, nous, mené la bataille, notamment sur d'abord la crèche en Vendée, alors c'était la crèche de Villiers, parce que c'était De Villiers qui l'avait mise en place. Ça a pris, parce que ça le public ne le sait pas, mais ça a pris 10 ans avant qu'il y ait le premier jugement. La loi a mis du temps. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le jugement et qu'on gagne en première instance, il y a eu 10 ans auparavant où nous avions pris et nous avions, nous en tant que Fédération nationale, engagé la bataille. On a gagné là aussi, là encore récemment, la bataille contre Laurent Wauquiez sur la crèche. Il avait mis dans le conseil de région une crèche de 14 mètres carrés. D'accord ? Et il était très content de se faire prendre en photo, mais parce que tous ces gens-là développent là aussi la théorie des racines chrétiennes de la France, sur le fait qu'eux viennent du fin fond de la France, que ils parlent au peuple français, et que le peuple français est chrétien. Non, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que fondamentalement, le catholicisme, et d'ailleurs même le christianisme d'une manière générale, est en recul et en net recul en France. Il faut lire quand même... et il faut comprendre que, ne serait-ce que la place des curés et la baisse tendancielle du taux de curés en France, elle est réelle. Vous avez de moins en moins d'encadrement et vous avez de moins en moins de monde dans les messes. Pourtant, l'Église a toujours, je dirais, à la fois autant de pouvoir et autant de place, et elle a une place disproportionnée par rapport à ses propres réalités. Et ça, moi, je pense que c'est là-dessus, sur cet aspect-là, sur lequel il faut revenir. Regardez bien ce qui se passe sur les lois, à la fois sur la question du mariage pour tous, mais encore aujourd'hui sur la PMA. Quelle est la religion, en tout cas, quelle est l'Église ou l'institution religieuse qui donne le là en matière de manifestation? C'est l'Église catholique. C'est elle qui commence à engager la confrontation et l'affrontement. Après, elle gagnera pas. Mais si elle fait ça sur la PMA, c'est que surtout ce qu'elle ne veut pas, c'est de la GPA. Oui. Je voudrais revenir donc un petit peu sur les velléités de notre Jupiter de l'Élysée. Il faut savoir un petit peu d'où il vient, sa matrice intellectuelle, qu'est-ce qu'il a formé. C'est un homme qui se veut de l'idéologie du progrès, qui se veut de gauche, qui défend notoirement la GPA
la PMA, le mariage gay, mais c'est quelqu'un qui a une vision du monde où ses mœurs sont libertaires. Il voudrait une gestion politique social-démocrate et une gestion économique ultralibérale. Je veux dire, il a une fonction, je pense, ça c'est mon analyse, c'est que sa fonction, il est là pour finir ce que les présidents n'ont pas pu faire avant lui. Il est là pour thatchériser totalement la France. Et donc pour ça, il a besoin du recours des religions. Il est là pour instaurer un communautarisme, et c'est pour ça que derrière sa vision du monde qui est multiculturaliste, c'est on instrumentalise les religions pour canaliser les populations. Et donc bien sûr, quand vous avez les religions, vous avez la doctrine sociale de l'Église derrière, il y a le rejet de la lutte de classe, il y a le rejet du socialisme et du communisme. Je veux dire, cette vision-là, elle est totalitaire. Et je sais que la libre-pensée défend la GPA, la PMA, c'est aussi une arnaque du capitalisme, ça. Il ne faut pas être dupe aussi. Je veux dire, les libéraux sont tous pour le mariage gay, sont tous pour l'égalité homme-femme, sont tous pour la GPA, la PMA, sont pour le droit de religion, de pouvoir faire ce qu'elles veulent. Et le capitalisme, de par lui-même, il a aussi besoin de cette vision des choses. Il doit montrer qu'il est progressiste. Et l'idéologie du progrès, on en voit de plus en plus les limites. Alors je pense que pour défendre la laïcité, non seulement les libéraux, ils ont bien compris que la loi de 1905 était un obstacle dans leur désir de privatiser totalement la France, hein, parce que la laïcité, elle rappelle l'égalité en droit, elle rappelle ce qui est commun à tous les autres, le caractère un et indivisible, elle réaffirme des services publics qui assurent ces principes d'égalité sur le territoire national, et je pense que, et afin de détruire la loi de 1905, il y a ce désir, de par les instances supranationales, que de détricoter le cadre des États-nations. Or, le cadre des États-nations, c'est un cadre historique qui a permis l'organisation des individus, des peuples, de se constituer en tant que peuple et d'affirmer le droit d'être géré par la loi des hommes et non par la loi des dieux. Voilà. Je pense que, est-ce que notre combat ne serait pas mieux à défendre, si vous voulez, la chose commune, l'idée, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples de pouvoir avoir des relations fraternelles avec les autres, ne pas être embrigadés dans des instances supranationales telles l'Union européenne qui peuvent nous mener à la pire des barbaries, à travers l'OTAN ou à travers ces politiques néolibérales. J'ai juste que je comprenne bien votre propos. Juste, c'est une demande de précision. Quand vous dites les libéraux sont pour le mariage pour tous et sont pour l'égalité homme-femme, les libéraux, vous entendez le capitalisme. On est d'accord, bien. Non, c'était pour ça. Pas le libéralisme de Tocqueville. Oui, bien. Non, mais c'est justement cette précision. Et, alors, pour le mariage pour tous peut-être, mais pas pour l'égalité homme-femme. Hein. Parce que, justement, pour maintenir les inégalités de salaire entre les uns et les autres, il faut maintenir qu'à salaire égal, une femme puisse toucher 30% de moins, d'un point de vue capitaliste. C'est-à-dire que c'est exactement comme cela que le capitalisme a fonctionné. Souvenez-vous, par exemple, comment était payé dans la mine l'homme, même le vieillard, enfin le vieillard à partir d'un certain âge dans la mine, c'était assez rapide, l'homme vaillant, la femme et l'enfant. Ils étaient tous payés différemment. Et d'ailleurs, ils étaient même tous payés différemment selon, c'est vrai, leur poste. Mais ça, on peut aussi en discuter. Mais les 30% d'inégalité de salaire, c'est maintenu justement parce qu'il ne veut pas l'égalité homme-femme. Alors, il joue en disant oui, je veux de l'égalité, et il met en place la fameuse parité pour dire qu'il y a des femmes qui dirigent, et comme il y a des femmes qui dirigent, c'est formidable, on est dans un monde plus égalitaire, donc pourquoi vous râlez? Parce que c'est ça l'idée. Ça, je suis d'accord avec vous sur ce fond-là. Après, sur la PMA et sur la GPA, parce que nous, on a fait des vrais débats sur la PMA et la GPA. On est pour la PMA. Au niveau de la libre pensée, nous sommes pour la GPA aussi. Et on l'a dit. Pourquoi? Parce qu'on considère que certains nous disent oui, mais c'est une marchandisation du corps de la femme. Oui, ça peut être une marchandisation du corps de la femme. Par exemple, c'est vrai que dans des pays comme l'Inde, il y a une véritable marchandisation du corps de la femme. Mais la marchandisation, elle a lieu exactement avec le don d'organes. Vous lisez, il y a certains bouquins sur l'Inde, quand vous les lisez, vous dites
le gars, pour 10 repas pour sa famille, il donne un rein, quoi. Hein, et ça, c'est des réalités sociales et sociologiques parce qu'on met les gens dans la pauvreté. Toute la question de la GPA, comme nous on l'a posée, c'est la question d'une loi dans le cadre d'une sécurité sociale et d'un contrôle de l'État et d'une loi qui soit contrôlée justement par la sécurité sociale et sur le fait qu'il y ait une forme d'altruisme total de la part de la femme. C'est un véritable débat. Hein. Je ne dis pas qu'on va l'avoir ici et en tout cas le conclure ici, mais c'est un débat que nous on a ouvert et sur lequel on a conclu. Je ne sais pas si d'ailleurs ce débat-là a lieu comme on l'avait engagé, qu'on en a fait un bouquin. Je ne sais pas si le bouquin est sur la table de la librairie. Et là où j'adhère à votre propos sur Macron, j'adhère sur la partie de qui est Macron. Et je vais même aller peut-être à la fois plus loin sur les origines de Macron. Emmanuel Macron, c'est EM, c'est En Marche, c'est Emmanuel Mounier. Oui. Voilà. Emmanuel Macron, c'est la revue Esprit, et c'est Emmanuel Mounier dans la philosophie d'Emmanuel Mounier. Je m'explique. En 1940, quand Emmanuel Mounier crée, entre autres, l'école d'Uriage, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut inviter de l'extrême gauche à l'extrême droite tout le monde. Il veut en fait que toutes les bonnes volontés puissent être intégrées à un projet de type ENA de Vichy, hein, si vous préférez. Hein, c'est un peu la formation de l'école des cadres de Vichy, hein, l'école d'Uriage, c'est exactement ça, pour encadrer le régime de Vichy. Voire pour ceux qui veulent le gauchir, pour ceux qui veulent le droitiser, mais tout ça dans le débat, dans le cadre de l'école d'Uriage. Vous comprenez bien que c'est quelque part un estampillage de la destruction de tout ce qui est partidaire et de tout ce qui est justement confrontation dans le cadre de lutte de classe, et sur le fait que dans tout cela, vous avez les partis de patrons, ou en tout cas vous avez le patronat et les ouvriers qui sont à égalité. Et la théorie de Mounier, la théorie du personnalisme, elle est exactement celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'égalité et il y a une transcendance, hein, parce que c'est ça le mot aussi qu'il utilise, il y a une transcendance sur le fait qu'il y ait cette forme d'égalité, qui est une égalité totalement artificielle, bien entendu. Hein, parce que l'ouvrier, quand il va aller travailler. Le patron, il va continuer à exploiter la force du travail de l'ouvrier. Là-dessus, Mounier, il ne fait ni plus ni moins que mettre en place la théorie de la doctrine sociale de l'Église, que ce soit Rerum Novarum ou Quadragesimo Anno, sur le fait qu'il y ait une forme de gouvernement vertical, hein, où il y a le chef en haut, le guide, le Führer, vous l'appelez comme vous voulez, et au milieu, vous avez ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui ont totalement disparu de la société d'ailleurs. Qu'est-ce qui a disparu? Le nom de syndicat, le nom de parti, le nom d'association. Non, ce sont les corps intermédiaires qui sont dans cet amas-là. Alors certains parlent de société civile aujourd'hui, hein, mais on peut parler de corps intermédiaires. Je fais une toute petite parenthèse. Vous remarquerez que lorsqu'il y a eu plutôt la confrontation avec les Gilets jaunes, tout le questionnement, puisque ça a commencé fin novembre, début décembre de l'année dernière, tout le questionnement des journalistes était: est-ce que les corps intermédiaires n'ont pas échoué? Est-ce que ce n'est pas un échec des corps intermédiaires? Comment Emmanuel Macron va parler aux corps intermédiaires? Comment rétablir le dialogue avec les corps intermédiaires? Personne n'a parlé ni de syndicats, ni de partis, ni d'associations. Tout le monde a parlé de corps intermédiaires. C'est-à-dire que les Gilets jaunes étaient le reflet de l'échec des corps intermédiaires. C'est ça le fond. Sauf que le mot de corps intermédiaire, c'est un mot qui vient de la doctrine sociale de l'Église. Et ça, je pense que c'est important de bien le mettre en exergue. Donc Mounier, lui, il est avec ses corps intermédiaires. Et en bas, vous avez le peuple qui, par ce principe-là, qui est quelque part exactement le même principe européen, commissaire européen, directive, corps intermédiaire, subsidiarité. Donc c'est exactement le même principe. C'est le principe vertical de gestion de l'État. Regardez bien, Macron, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, les partis, ils se sont beaucoup aidés pour se suicider en France, je suis d'accord avec vous. D'accord, ils ont beaucoup contribué à leur propre destruction. Néanmoins, c'est quand même lui qui met le dernier coup de couteau avec En Marche, même s'il lui faut une structure et une base militante,
et qui détruit l'ensemble des partis. C'est quand même lui qui réussit à faire cela et qui, effectivement, alors là c'est là où je suis d'accord avec vous, réussit au tout début, parce que là, il n'en est même pas à la moitié et il est en train déjà de tirer la langue. Mais au tout début, c'est quand même lui qui va parachever ce que les autres ont voulu faire. Et pour cela, il fallait détruire les partis. Il fallait détruire les partis. Mais ce n'est pas un hasard si ce que fait Macron n'est pas déconnecté de cette philosophie du personnalisme, n'est pas déconnecté de la philosophie de l'école d'Uriage et n'est pas déconnecté de ce qu'Emmanuel Mounier a représenté, parce qu'effectivement, Emmanuel Mounier a été fondateur de la revue Esprit, qui a donné notamment comme directeur de publication à un moment donné Paul Ricoeur, qui a lui aussi beaucoup écrit sur Emmanuel Mounier et qui a été quelque part, parce que souvent on accuse, je pense un petit peu très rapidement Emmanuel Macron de dire bon c'est un jésuite parce qu'il vient d'un bahut jésuite. J'espère qu'on ne fait pas le même coup à Ruffin qui était dans le même bahut, mais Mounier, Macron, je dirais que plus que jésuite, même s'il est jésuite, attention, on s'entend bien, même s'il est jésuite, plus que jésuite, surtout ce qu'il est, c'est qu'il est le fils spirituel et le fils pratique de Paul Ricoeur. C'est avec Paul Ricoeur qu'il a construit sa pensée. Et d'ailleurs, quand vous regardez, il a écrit, je crois, 5 ou 6 articles dans la revue Esprit. Quand vous regardez ces articles-là, c'est des hommages à Ricoeur et au personnalisme d'Emmanuel Mounier. C'est-à-dire qu'il sait à qui il doit sa construction intellectuelle. Alors, bien entendu, il s'est construit aussi ailleurs, mais il ne s'est pas construit ni je veux dire, dans un syndicat étudiant, ni dans un parti qui, à un moment donné, s'est réclamé de la lutte de classe, ni dans un syndicat. Il s'est construit dans une sphère extrêmement protégée du pouvoir et les hautes sphères du pouvoir, parce que celui qui lui a présenté Ricoeur, c'est Attali notamment. Hein. Et il est passé de chez Ricoeur à la commission Attali aussi. D'accord ? Donc vous voyez que vous avez quand même cet aspect-là. Je ne suis pas sûr que ce soit Attali qui lui ait présenté Ricoeur. Je crois qu'il l'a rencontré après, mais ça, c'est à vérifier. J'ai un petit doute sur ce que je viens de dire, quand même. Comme quoi, des fois, je peux avoir un doute. Mais je ne sais pas si, là, dans ma réponse, je parfais le tableau d'Emmanuel Macron. Tout à fait, mais pour vraiment une défense efficace de la loi de 1905, est-ce que la défense de l'État-nation, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, parce que je pense que la dérive identitaire que nous vivons est due justement face à l'offensive des marchés financiers qui ont compris qu'il fallait détruire la loi de 1905, donc détruire le cadre des États-nations, fait que justement, il y a le retour du refoulé. Les peuples, malheureusement, traduisent cette destruction par de l'identitaire, par un retour à la communauté religieuse, par la tradition, par la coutume, par la religion. Je pense que, est-ce que justement, il ne faut pas je dirais un grand parti de la libération nationale, mais patriotique, celle de Robespierre, pas du nationalisme, belliqueux et agressif et impérialiste. Alors, ça c'est la solution politique qui va être difficile de poser là, en termes programmatiques. Moi, de mon point de vue, du point de vue de la libre pensée, tout à l'heure ça a été rappelé, il y a eu la question des crèches, de la nativité. C'est-à-dire qu'en termes de laïcité, et je l'ai montré aussi avec la Sainte-Geneviève, mais en termes de laïcité, nous ne gagnerons que les combats que nous engagerons. Nous ne gagnerons que les combats que nous engagerons. Et sur la question de la loi de 1905, les interrogations de la Fédération nationale de la libre pensée, puis de ces fédérations qui sont allées en délégation chez les préfets, puis de divers communiqués qui rappellent qu'on défend la loi de 1905, qui disent ne touchez pas à la loi de 1905, tout cela va faire partie, et fait partie d'ores et déjà, du fait de regrouper tous les laïcs et leurs associations, non pas autour de la libre pensée qui serait le nouveau cœur du mouvement laïque, parce que ce n'est pas du tout ce à quoi nous aspirons, mais de la libre pensée à égalité avec les autres associations pour dire ne touchez pas à la loi de 1905. Pourquoi je vous dis cela ? Quand il y a eu, avant nos rassemblements, comme ça montait, qu'il y avait eu l'article du journal L'Opinion, il y a eu un certain nombre d'appels, et notamment il y a eu un premier appel initié par la Ligue de l'enseignement,
qui disait en substance il ne faut pas toucher à la loi de 1905 et si vous touchez à cette loi, le mouvement laïque ripostera. Il y a eu plusieurs associations qui ont signé, la Ligue de l'enseignement, l'Union rationaliste, la Ligue des droits de l'homme, le CNAFAL, enfin bon, je vous en passe et je ne vais pas vous faire état de toutes les associations qui ont signé. Et 10 jours après, le Grand Orient de France a fait aussi et a initié un appel qui disait en substance la même chose et qui revenait quand même sur le fait de régler le problème des musulmans. Enfin bon, c'était pas dit comme ça, mais bon. Mais grosso modo, les deux appels disaient la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous aviez plusieurs associations qui avaient signé soit les deux appels, soit un seul appel, mais en regroupant toutes les associations qui ont signé les deux appels, vous aviez, je dirais, la palette de ce que le mouvement laïque peut représenter en France. Et c'était intéressant de regrouper tous ces gens-là. Donc nous, on s'est quand même posé la question de ce regroupement-là, comment faire ? Et on a pris, à un moment donné, comme on voyait que ça n'avançait pas trop, on a pris une initiative, en tant que fédération nationale, de réunir toutes les associations laïques, on a envoyé les invitations partout, d'inviter toutes les associations laïques à venir rencontrer les deux signataires des deux appels, les deux initiateurs des deux appels. Et donc on s'est retrouvés le 28 septembre avec la Libre Pensée à la tribune et d'une part le Grand Orient de France à la tribune, plus la Ligue de l'enseignement, et tous ont dit, à un moment donné, il y avait d'autres associations qui étaient là, et tous ont dit, si le gouvernement touche à la loi, nous riposterons au niveau national, et la riposte sera nationale. Donc nous, on a traduit ça, et nous, on pense qu'il faut traduire ça sous la forme d'une manifestation nationale. C'est aussi pour ça que nous sommes amenés à multiplier les réunions, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un argumentaire ce que je vous donne, parce que nous vous invitons à multiplier les réunions dans vos fédérations auprès de vos amis, pour dire il faut défendre la loi de 1905. Il faut la défendre parce que les élus en ont besoin, il faut la défendre parce que justement il y a une nécessité de concorde civile, et il faut la défendre parce que tout ce que nous avons dit là, c'est que effectivement ils veulent atomiser la loi de 1905 pour communautariser la société française et pour détruire la République. Donc l'aspect de l'unité, je dirais, il existe. Les prémices de l'unité dans le mouvement laïque, elles sont là. Le mouvement laïque, il existe. Il existe et on sait qu'à chaque fois qu'il a commencé à bouger, et la libre pensée, c'était souvent à la manœuvre, mais qu'il a commencé à bouger pour modifier quelque chose de substantiel dans la loi, nous avons riposté. Alors, la seule riposte que nous n'avons pas pu faire, c'est en 1942, et pour cause. Mais néanmoins, il y a eu à chaque fois une riposte, un regroupement. Je ne dis pas que nous avons toujours gagné, parce qu'il y a eu la question par exemple de la loi Debré sur laquelle nous pourrions revenir, et sur le fait que nous soyons, nous, en tant que Libre Pensée, la seule association à revenir très régulièrement dessus, plus que régulièrement. C'est déjà le 1er janvier de chaque année, on fait un communiqué pour dire nouveau budget anti-laïque dans les écoles du fait de la loi Debré. Mais vous comprenez bien, là aussi, qu'il y a une nécessité, que je vous dis, de regrouper tous ces laïcs-là. C'est-à-dire multiplier les réunions et dans les départements, aller vers les associations laïques. Nous venons de sortir un communiqué sur la FCPE hier ou avant-hier, je ne sais plus, le temps passe vite. Utiliser ce communiqué vers la FCPE, vers les antennes de la FCPE, ce n'est pas obligatoirement un rapport que la Libre Pensée a, je veux dire, traditionnel avec la FCPE. Néanmoins, ce qui se passe là fait que la FCPE avait tout à fait le droit de publier cette affiche-là. Parce que, justement, ce n'était pas une confusion des sphères et des espaces. Bien au contraire. Donc là-dessus, nous, je pense qu'il faut vraiment utiliser tous les fils qui nous permettront de créer l'unité du mouvement laïque. Comment les choses se passent dans les départements de l'Alsace et de la Moselle où la loi ne s'applique pas? C'est une excellente question. Et comme dirait l'autre, je vous remercie de l'avoir posée. On ne vous l'a jamais fait, ça, non? C'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. On ne vous l'a jamais fait? Bien. Le problème, c'est que justement, là, vous avez raison de poser la question, pourquoi? Parce que avec justement l'éclatement de la République et la volonté de faire des grandes régions,
Il y a plutôt une extension, une volonté d'étendre le concordat. Hein. Par exemple, en matière universitaire, ils ont commencé à passer des conventions avec l'université de Nancy qui n'est pas sous régime avec l'université de Nancy qui n'est pas sous régime concordataire et celle de Metz pour pouvoir justement étendre le fait de former par exemple les religieux et d'avoir des diplômes religieux, ce qui quand même est une hérésie en la matière. Et nous sommes toujours pour l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle, Oui. comme nous sommes, et nous avons lutté. D'accord, mais ça existe. Ah oui, ça existe. Oui, alors comment ça se passe par rapport à l'islam, par exemple? Ah bah, l'islam, par exemple, n'a aucune. Il y a eu une volonté à un moment donné de la part de certains groupements, d'ailleurs, qui étaient un peu pilotés par la Turquie, si je me souviens bien, de vouloir implanter une chaire pour former les imams, de vouloir implanter justement le fait qu'il y ait des imams qui soient payés, et ça s'est pas passé. Mais là-dessus, vos impôts continuent à contribuer, à financer, et des pasteurs et des rabbins électorés en Alsace-Moselle. Oui. Et c'est aussi ça le scandale. C'est aussi un gouffre sans fond. Parce que je partage le fait que ce soit là. Mais ça existe. Oui, mais nous, on combat justement pour que ça soit abrogé comme concordat. Parce que notre problème, c'est que quand vous avez ce concordat plus le fait que le gouvernement veut labelliser les associations, vous démultipliez le nombre de problèmes. Mais c'est exactement la même chose qui s'est passé, par exemple, avec Nicolas Sarkozy quand il a reconnu le CFCM. Il met en place le Conseil français du culte musulman et il reconnaît un certain nombre de familles de l'islam, d'accord, qui d'ailleurs ne sont pas toutes les mêmes, ils ne sont pas toutes d'accord entre elles, pour dire vous pouvez siéger au Conseil français du culte musulman. Il y en a d'autres qu'il ne reconnaît pas, mais vous comprenez bien que dès le moment où il en reconnaît certaines et pas d'autres, ben celles qu'il ne reconnaît pas vont se positionner contre celles qui reconnaît, et en tout cas vont pouvoir se positionner d'un point de vue politique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue argumentatif, contre l'État. Et ça, je pense que c'est ça le danger. C'est dès que l'État commence à reconnaître une religion ou une famille religieuse, il met le doigt dans un engrenage où demain, il devra se justifier de ne pas reconnaître les autres. Hein, alors, il peut toujours dire elles ne sont pas assez républicaines, elles sont trop dangereuses, elles sont trop radicales, mais c'est exactement la même chose avec le concordat. Dès que vous avez un concordat, vous avez l'idée, et ça peut exister aussi au niveau communal, on l'a vu avec le concordat d'Argenteuil, mais aussi on l'a vu à Avignon encore récemment, enfin il y a quelques années, où les maires ont essayé d'instituer, sous l'égide du conseil municipal, des conseils de dialogue religieux ou de vivre ensemble, après vous les intitulez comme vous voulez, mais qui étaient sous l'égide des mairies. Mais si un maire fait ça, il développe au niveau de son pouvoir municipal le fait de reconnaître là aussi des religions. Qu'est-ce qu'il crée? Et c'est ce que voulait faire le maire d'Argenteuil à l'époque, puisque c'était avant les élections, en faisant ce conseil interreligieux, ou ce conseil de dialogue religieux. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée le fait que sous l'égide du politique, les religieux puissent discuter de leurs propres intérêts, donc puissent, eux, être un lobby vis-à-vis de ce pouvoir politique, sachant que ce pouvoir politique les utilise d'un point de vue de clientélisme électoral, parce que l'objectif était celui-ci. Et un des imams d'Argenteuil nous a dit, oui, l'objectif du maire, c'est de venir serrer la main, en fait, aux différents, membres de la communauté dite religieuse, les vendredis jours de prière, et de créer un cheptel de clients électoraux, tout simplement. Sauf que dès que vous embringuez, vous, en tant qu'élu là-dedans, vous comprenez bien que, à l'inverse, vous créez les conditions du lobbyisme religieux et du fait qu'il y ait des communautés religieuses qui vous demandent à avoir plus de prébendes, les mêmes prébendes que le voisin, etc., etc. Et le danger, il est là. C'est pour ça que nous sommes pour l'abrogation du concordat, mais nous sommes aussi pour terminer avec l'ordonnance de Charles X, qui a lieu en Guyane, etc., etc., etc.
mal connu et utilisé par ailleurs à des fins politiques. Le problème, c'est surtout en ces temps d'ultra-médiatisation, et avec réseaux sociaux et tout, le problème, c'est la question aussi de la communication autour de la loi et de la façon dont les politiques, par des petites phrases assassines, certains, détruisent un travail de 100 ans. Hein, franchement, quand vous avez... mais c'est ça qui est hallucinant. Quand vous avez par exemple des gens qui disent oui, Manuel Valls est un laïc, non mais il y a des gens qui le disent, hein. Je vous le dis, quand il y a des gens qui disent Manuel Valls est un laïc et que vous voyez que lui, Premier ministre, court à la canonisation de 2 papes sans y être invité, hein, c'est quand même Joe Lincruste le gars, et qu'il est là à la canonisation des 2 papes comme ministre, vous dites, elle est où la laïcité, quoi? Elle est où la laïcité? Elle est où la séparation des églises et de l'État? Je vous rappelle que De Gaulle, quand il a fait son voyage en Italie, à un moment donné, il a dit « Mon voyage officiel s'interrompt là, et je vais aller voir le pape avec ma femme. » Et c'était une affaire privée. Alors, ça ne veut pas dire que De Gaulle n'était pas un clérical. Hein. La loi Debré, c'est quand même lui. Hein. Non, il faut... C'est un socialiste qui l'a corrigé. Nous n'oublions jamais. La loi Debré a été discutée au Parlement. Elle porte le nom de la loi Debré. Et celui qui l'a corrigé, c'est un essai Fillon, de la 4e. Un gros de Guy-Mollet, dont je n'ai plus le nom. Peut-être que tu as. Non, je n'ai pas le nom. Voilà. Il faut quand même le savoir. Donc la trahison, on sait d'où elle vient. Depuis 14 ans. Je conclue peut-être, non? S'il y a d'autres questions. Écoutez, moi je tiens quand même à vous remercier. Je pense que là on a fait la démonstration qu'il y avait là aussi une nécessité de discuter entre nous, même si globalement on est d'accord entre nous. Mais il y a quand même une nécessité de discuter, là aussi de convaincre autour de nous. Je pense que là ce qu'on a fait dans le Lot avec toutes les réunions, on en a fait 4 quand même, c'est extrêmement positif. Parce que dans un territoire qui est quand même profondément laïque, c'est quand même ça le fond de ce qu'il y a en France, c'est que les Français sont attachés à la laïcité, et c'est qu'il y a un fond laïque extrêmement profond, qui d'ailleurs, je reviens au début de mon exposé, revient et vient à la question de la Révolution française, hein, ce n'est pas un fond de barbares, un fond de sanguinaire, c'est vraiment un fond qui veut justement apaiser les choses, ne pas appeler à tuer les uns parce qu'ils seraient, comment dire, des adorateurs d'un dieu, mais véritablement de faire en sorte que chacun puisse croire et ne pas croire. Et je pense qu'avec ces réunions-là, nous avons fait la démonstration qu'on pouvait justement discuter de la loi de 1905, qu'on pouvait là aussi la faire vivre. Il y a eu des questions à la fois sur les élus, sur la gendarmerie, sur différents points qui nous permettent là aussi de dire la laïcité, c'est une chose complexe et à la fois simple, et on a toutes les armes, je dirais, pour l'expliquer, je dirais, à notre entourage et à construire justement ce mouvement laïque unitaire qui permettra de répondre à l'offensive qui se prépare contre la loi de 1905. Donc j'arrête là-dessus, je pense. Enfin, la notion aussi, le fait d'établir que c'est un principe et non pas une opinion. Tout à fait. C'est très important parce que, eh bien, ils sont arrivés quand même à mettre beaucoup d'adjectifs devant le terme de laïcité ouverte, etc., apaisée. Qui a été définie par un religieux, la laïcité ouverte. Hein. Et donc, comment dirais-je, dévoilent le principe de laïcité tel qu'il a été établi par la loi de 1905 et, comme vous venez de montrer, le bien fondé de l'existence de cette loi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui le veulent, il y a une librairie extrêmement fournie. Et puis, ceux qui veulent adhérer à la libre pensée, aussi, bien entendu.